Philippe Dufumier, bonjour. Bonjour. Je vais prendre ma liste parce que vous avez tellement de titres, c'est assez impressionnant. Vous êtes donc professeur émérite à l'Agro ParisTech, président d'association pour la Fondation René Dumont, membre du comité scientifique de Nicolas Hulot, spécialiste en agriculture. Si vous n'êtes pas le référent en agriculture, je ne sais pas qui il est à votre place. Comment se porte le monde agricole aujourd'hui en France? Alors les référents, c'est d'abord les agriculteurs. Et dans le monde agricole d'aujourd'hui, il y a bien plusieurs catégories d'agriculteurs. Ceux qui ont pensé longtemps pour rester compétitifs se sont adonnés à l'agriculture industrielle pour produire des produits pas chers en termes monétaires, conquérir des parts de marché. Et on découvre aujourd'hui que leurs produits pas chers nous coûtent très cher. Pensez au lait pas cher, nous payons des impôts pour retirer les algues vertes du littoral, nous payons des impôts pour que l'eau devienne potable. Les légumes pas chers, nous payons beaucoup en santé, puisque la fréquentation des pesticides, c'est quand même des maladies neurodégénératives plus précocement maintenant que ceux qui n'étaient pas exposés. Donc au fond, cette agriculture industrielle produit pas cher, mais nous coûte extrêmement cher. Mais sachez qu'il y a aujourd'hui des référents agriculteurs qui depuis longtemps, on peut les appeler un peu les résistants, ont pratiqué une agriculture biologique qui va faire un emploi, on va dire, intensif, j'accepte le mot, de ce qui ne nous coûte rien, l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, le gaz carbonique, le carbone du gaz carbonique pour fabriquer du sucre, de l'amidon, des lipides, pourquoi pas de la paille, pourquoi pas séquestrer du carbone dans le sol, faire un usage intensif de l'azote de l'air en circuit court, grâce aux luzernes, grâce aux trèfles, grâce aux pois chiches, grâce aux fèves, grâce aux haricots, pour à la fois produire des protéines, fertiliser le sol en azote par la voie biologique, permettre aux cultures dans la rotation d'être fertilisées sans qu'on ait besoin d'employer des engrais azotés de synthèse du genre urée, ammonitrate, sulfate d'ammonium, qui sont des engrais très émetteurs de gaz à effet de serre, très émetteurs de protoxyde d'azote. Donc au fond, une agriculture capable de faire l'usage intensif de ce qui ne nous coûte rien, très économe en énergie fossile, capable de respecter la nature et ses équilibres écologiques et de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et de séquestrer du carbone dans le sol, mais attendez, il y a déjà des savoir-faire chez nous, en France. Regardez donc l'agriculture biologique. Alors, pour avoir suivi votre conférence déjà, je sais que vous êtes un passionné, c'est ce qui vous anime quand vous parlez. Est-ce que nos agriculteurs aujourd'hui sont encore des paysans? Est-ce que les grandes surfaces sont les complices de cette nourriture qui est vendue maintenant à bas prix, à bas coût, parce que c'est aussi la demande des gens, des Français? Alors en France prédomine une agriculture familiale et non pas une agriculture capitaliste. Et cette agriculture familiale n'est plus toujours une agriculture paysanne, ancrée dans son pays, capable de valoriser les potentialités productives des terroirs, on disait, de leur pays dans le sens un peu local. Parce que l'agriculture industrielle a fait tout le contraire. Beaucoup de paysans travaillent pour leur propre compte, ce ne sont pas des gens qui travaillent pour le taux de profit, mais qui travaillent pour le revenu de leur travail. Néanmoins, ils n'ont plus aujourd'hui que quelques variétés qui sont les variétés inscrites au catalogue, qui ont été mises au point par la recherche génétique. Et la recherche génétique, les paysans, les agriculteurs ont perdu le contrôle. La sélection paysanne d'autrefois n'existe plus. Elle est confiée à des compagnies semencières qui, elles, veulent maximiser leur taux de profit, vendent un nombre limité de variétés dont les caractéristiques, c'est de pouvoir donner parfois de très hauts rendements, mais à la condition d'employer des pesticides, souvent d'ailleurs vendus par les mêmes compagnies. Donc là, on ne peut plus appeler d'agriculture paysanne. Et puis en aval, il faut bien le dire, les paysans ils sont contraints par le cahier des charges de l'agro-industrie qui demande des matières premières. On a même entendu parler de minerais. Donnez-nous une matière première la plus standard possible parce que nos processus industriels sont robotisés. Donc pas question pour vous d'arriver avec 10 canards, un petit, un gros, un tordu. Non, il faut que les canards soient tous de la même taille, de la même forme. On vous apporte les canetons tous apparentés, l'alimentation, on vous donne des conseils techniques, on vient inspecter un peu ce que vous faites. Et si vos canards ne répondent pas au cahier des charges de notre industrie robotisée, des pénalités. Donc les paysans sont coincés entre des semences et des races animales auxquelles ils n'ont pas participé, à la sélection desquelles ils n'ont pas participé, et un cahier des charges de l'agro-industrie qui leur demande les produits les plus standards. Donc un peu coincés entre les deux, et pour produire le moins cher possible, ils ont dû s'équiper, ils se sont endettés, et pour rembourser leurs emprunts, il leur a fallu spécialiser l'agriculture
Parce que quand on diversifie les équipements, ça fait beaucoup d'investissements. Et donc eux-mêmes se sont mis à jouer les économies d'échelle, produire à grande échelle, toujours la même production, la monoculture, le mono-élevage. Et ça, c'est pas paysan du tout. Moi, je les stigmatise pas. Mais j'observe que coincés dans un système, les paysans ont d'abord fait des choses qui ne sont pas durables, très émetteurs de gaz à effet de serre. Et en plus, aujourd'hui, on découvre que pour eux, ben, c'est pas rentable. Faire pire que eux, mais moins cher, on trouve des fermes des 1000 vaches à l'étranger, on trouve de la poudre de lait plus compétitive à l'étranger, des poulets élevés avec du maïs et du soja brésilien, ben, les poulets brésiliens sont plus compétitifs que les poulets bretons. C'est triste pour la paysannerie bretonne de découvrir qu'il n'y a pas d'avenir, ni en termes monétaires, ni en environnement. Moi, je comprends parfois les jacqueries. Alors, vous avez écrit ce livre, donc La famine du Sud, Malbouffe au Nord. Est-ce qu'on pourrait imaginer, étant donné que, je vais dire peut-être quelque chose qui est un paradoxe, les terres d'Afrique sont en meilleur état que les nôtres, parce que les nôtres, elles sont tellement pauvres, il n'y a plus de lombric, il n'y a plus rien, etc. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que l'Afrique devienne le grenier de l'Europe? Alors, ce ne sera pas tout de suite, parce que les écosystèmes tropicaux, de par leur nature, sont quand même un peu plus fragiles que les nôtres. Mais ce qui est vrai, c'est que nous, on a détruit nos environnements, et du coup, un passage au bio, par exemple en France, se traduit quand même au départ par une diminution de rendement. Tant qu'on ne remet pas des abeilles, tant qu'on ne remet pas des coccinelles, tant qu'on ne remet pas de l'humus, ça se traduit par une baisse de rendement et progressivement on pourra réaccroître nos rendements. Alors que dans les pays du Sud, des solutions agroécologiques, des solutions biologiques peuvent d'emblée accroître les rendements pour les paysanneries pauvres à qui il manque aujourd'hui de quoi épargner, de quoi avoir une charrette, de quoi transporter le fumier, fertiliser leurs champs. Ces gens souffrent de pauvreté et ne peuvent pas investir, y compris dans les formes d'agriculture qui pourtant seraient à la fois rentables pour eux, plus productives pour leur peuple et plus respectueuses de l'environnement et sans émettre de gaz à effet de serre. Et c'est une agriculture qui a quand même, c'est une position de nos agriculteurs à laquelle ils ont été amenés, si vous voulez, par un système économique où on leur a fait croire qu'il fallait avoir le dernier tracteur, la dernière herse, les derniers machins, etc. Donc ils se sont endettés, merci le Crédit Agricole aussi qui a joué à ça, on crée des coopératives, etc. Et donc ils sont rentrés dans un système qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Je pense que c'est ça qui est aussi qui est à prendre en compte. Oui, il y a eu deux mensonges. Le premier mensonge, c'est de leur dire que l'agriculture française, avec ces équipements-là, pouvait être compétitive. Que la betterave en France pouvait être compatible avec la canne à sucre brésilienne. Que la poudre de lait bretonne pouvait être compétitive avec la poudre de lait de Nouvelle-Zélande pour abreuver la Chine. Que les poulets élevés au maïs soja brésilien pouvaient être compétitifs avec les poulets brésiliens. Donc ça a été le mensonge. Endettez-vous, équipez-vous, vous produirez quelque chose de pas cher, vous serez compétitif. Aujourd'hui on découvre, c'est faux. Et le deuxième mensonge, on a fait croire à nos agriculteurs qu'il fallait qu'ils produisent plus avec tous ces engins et toute cette chimie, parce que c'était eux qui devaient nourrir le Sud, nourrir ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Et ça, c'est un mensonge grossier, parce que c'est précisément nos exportations de poudre de lait, nos exportations de poulet bas de gamme, nos exportations de sucre de betterave, nos exportations de céréales à peine panifiables, qui ruinons les basses-cours, qui ruinons les unités de production, les fermes, des gens qui travaillent encore à la main dans les pays du Sud. Et en plus, on perçoit des subventions, et donc on vend à des prix de dumping. Donc ces deux mensonges, c'est à vous de nourrir le tiers-monde, ça empêche les gens du tiers-monde de se nourrir par eux-mêmes, et ensuite vous serez compétitifs. Non, les fermes des 1000 vaches en République tchèque, le lait n'est qu'un sous-produit du méthane. Je suis désolé, ce sera difficile pour des éleveurs bretons d'avoir un lait aussi peu cher que dans les républiques tchèques. Vous parlez de ces fameuses fermes qui sont plus en fait maintenant des fermes vraiment telles qu'on peut le concevoir avec une vache qui fait de la viande ou qui fait du lait. Ce sont des fermes qui sont considérées comme des fermes écologiques, ce que m'a confirmé José Bové il y a peu de temps. Et en fait, ce qui les intéresse à eux, c'est de produire du méthane. Donc ils perçoivent des subventions en tant que producteurs d'énergie écologique. Et en fait, le fait de vendre ou pas de la viande ou du lait, pour eux, c'est vraiment secondaire. Et on retrouve maintenant ça en France, alors que ça en Allemagne, ça a déjà été quand même bien développé. Alors il est clair qu'en Allemagne de l'Est, République tchèque, on produit du méthane avec des cultures qui pourraient produire de l'alimentation, c'est-à-dire justement l'alimentation énergétique, on en fait du méthane. Donc c'est autant de surface de moins pour l'alimentation humaine. Et en Bretagne, c'est raté parce qu'on manque de carbone, on manque de paille, on manque de produits pour produire de l'énergie. Et la Bretagne présente un excédent d'azote. Le plus urgent en France, avec le carbone du gaz carbonique, c'est de fabriquer l'humus dans les sols. Et le plus urgent en France, avec l'azote excédentaire qui fertilise notre littoral, c'est aussi
de produire de l'humus. Mais ça veut dire que les animaux qui urinent, leur azote doit rejoindre la paille. On va fabriquer du fumier, il faut cesser de produire du lisier. Mais ce n'est pas avec le résidu du lisier qu'on va produire du méthane. Le lisier, c'est de l'azote, ce n'est pas de l'énergie. La Bretagne manque d'énergie alimentaire et humus. L'urgent, c'est effectivement peut-être 4 pour 1000 de plus de carbone dans les sols. Ça, c'est un vrai slogan. Mais si vous voulez fixer le carbone dans les sols, n'en faites pas du méthane. On ne peut pas tout promettre et tout dire. Donc aujourd'hui, il faut savoir mettre des priorités. Priorité à l'association agriculture-élevage, priorité à la production de fumier, priorité à la production d'humus, oubliez le méthane. Alors, je crois que vous avez vous entré au niveau du ministère de l'Agriculture. Est-ce que c'est un message que vous avez déjà fait passer? Est-ce que c'est un message qui va paraître la COP21, qui est quand même un événement majeur pour l'écologie mondiale? Alors, pour être très honnête, ma grande crainte, c'est que l'agriculture ne soit même pas à l'agenda de la COP21, c'est-à-dire que les éventuels financements pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou pour séquestrer le carbone dans le sol ne soient pas affectés à des agriculteurs, alors qu'eux ont des solutions techniques qui leur permettraient et de produire et de séquestrer du carbone et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et qu'on finance plutôt du reboisement monospécifique, qu'on finance de la déforestation évitée, mais les gens qui vendent leurs terres pour reboiser ici, pour déforester ailleurs, on sait déjà la triche qu'il y a sur ce type de financement. Moi, je crains que l'agriculture ne soit même pas à l'agenda de la COP21, et je souhaiterais, si l'agriculture est à l'agenda de la COP21, alors là qu'on décide de rémunérer les agriculteurs pour les services environnementaux qu'ils procurent, en particulier quand ils font de l'agroforesterie, quand ils associent agriculture-élevage, quand ils diminuent les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le protoxyde d'azote, ne plus mettre d'engrais azotés de synthèse, fabriquer du fumier, du compost, fabriquer de l'humus, le bien-être animal, ça mérite d'être rémunéré. Et c'est ça aussi qui est conforme à l'atténuation du réchauffement climatique, et c'est ça aussi qui est conforme à s'adapter au réchauffement climatique, parce que ces systèmes sont plus diversifiés, ne mettent pas tous les œufs dans le même panier, et donc sont beaucoup plus résistants face à des éventuels aléas climatiques. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de s'adapter aux dérèglements actuels. Écoutez, en tout cas, je vois que votre nom n'est pas usurpé et que la cause que vous défendez est parfaitement juste. Et je vous remercie d'avoir répondu aux questions de 2012 TV. Et j'espère que le message que vous souhaitez faire passer à nos dirigeants sera entendu. Professeur Dufumier, merci beaucoup. Je vous en prie, merci.